Le 16 février 2024, le président de la République signait l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Il aura fallu un mois pour que le Parlement soit amené à débattre et à se positionner sur cet accord. Soyons clairs, ce vote n'est pas un vote de ratification de l'accord et nous regrettons que le Parlement n'ait pas été saisi en amont de la signature. Ce vote est encore moins un blanc-seing au président de la République, à sa rhétorique belliciste et à sa logique d'escalade. Ce vote pour les écologistes est un vote d'affirmation de notre soutien à l'Ukraine. Le positionnement des écologistes depuis février 2022 est clair et n'a jamais varié. Nous soutenons l'Ukraine, son peuple et son armée. Nous soutenons le combat ukrainien pour préserver son intégrité territoriale. Par conséquent, nous soutenons l'envoi d'armes, d'équipements et de munitions. Nous soutenons la coopération en termes de formation et nous partageons la nécessité d'engager des moyens pour protéger nos espaces cyber et contrer la désinformation à grande échelle organisée par la Russie. Nous, écologistes, ne transigeons pas avec la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Lorsqu'il s'agit de faire face à une agression militaire et à des crimes de guerre, à l'attaque d'un autocrate contre nos valeurs et contre tout un peuple, nous prenons nos responsabilités. La paix ne peut jamais être la soumission au tyran. Rappelons que cette attaque succède à l'annexion de la Crimée et à la guerre du Donbass. Durant 8 années, inquiets de déséquilibre économique et politique que représente un conflit avec la Russie, tout a été mis en œuvre pour privilégier une solution diplomatique et préserver la paix. Force est de constater malheureusement que c'est un échec. Depuis 2 années, la guerre est une réalité en Ukraine. Près de 31 000 soldats ont perdu la vie et on compte 3 à 4 fois plus de soldats blessés, dont un nombre considérable de personnes amputées. Nous n'oublions pas les exactions, qu'elles aient été commises il y a 2 ans ou aujourd'hui, les bombardements de la maternité de Mariupol, les destructions systématiques des infrastructures vitales pour priver les Ukrainiens d'eau et de chauffage, la torture et les massacres des civils de Boutcha, les viols de Brovary et les bombardements des foyers à Odessa et à Kiev. L'agression de la Russie a fait basculer le monde et l'Europe. La paix mondiale n'a jamais paru aussi fragile. Et dans ce monde en recomposition, un engagement militaire de l'Occident pourrait accélérer les fractures et faire de la Russie un pôle d'attraction pour les pays souhaitant s'opposer à la domination occidentale. En cela, la stratégie choisie par le président de la République d'affirmer que rien n'est exclu concernant l'envoi de troupes au sol en Ukraine et l'accumulation de postures guerrières sans concertation avec nos partenaires est une erreur, une faute et une prise de risque inconsidérée. Après avoir, dans les premiers mois du conflit, plaidé pour ne pas humilier la Russie, Emmanuel Macron semble aveuglé par le désir d'adopter le même langage que Vladimir Poutine, de répondre à ses élucubrations guerrières par une rhétorique belliciste, de répondre à un dirigeant qui se veut imprévisible et cruel par une mise en scène d'un chef de guerre prêt à tout, de répondre à sa violence sans limite par une mise en scène d'une combativité théâtralisée. C'est un engrenage dangereux et surtout inefficace. On ne fait pas peur aux tyrans en provoquant notre isolement sur la scène internationale. On ne vient pas en aide à l'Ukraine en montrant au monde les désaccords au sein de ses soutiens. On ne construit pas une force d'opposition solide à la Russie en obligeant nos partenaires à dédire les propos du président de la République. Au contraire, nous, écologistes, sommes persuadés que pour répondre à cette attaque, nous devons renforcer nos liens avec nos partenaires et faire naître une défense européenne. Le 9 mai 1950, Robert Schuman déclarait « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » Je pense qu'il est temps de faire de nouveaux efforts créateurs et que l'Europe est cet espace dans lequel ils peuvent exister. Nous pouvons faire une définition d'autonomie stratégique européenne, une formation commune de nos troupes, l'harmonisation et la construction d'une base industrielle et technologique de défense partagée. Et bien sûr, nous devons aller vers la définition d'une politique étrangère européenne au service de la sécurité humaine. L'Europe doit se doter d'une capacité de se défendre, de coopérer militairement contre toute forme d'agression et de maintenir la paix, sans dépendre des États-Unis et de leurs fluctuations politiques. Un outil de défense commune doit aussi être et avant tout au service d'une diplomatie qui promeut les instruments de protection, d'aide, de secours, du soin et du droit. Au final, de l'humanisme dans son sens le plus profond. Des valeurs que l'Europe et la France doivent défendre partout et à chaque instant. Ainsi, la position en soutien à l'Ukraine et à l'autodétermination des peuples est d'autant plus solide que nous appliquons la même ténacité à arrêter les crimes de guerre commis à Gaza, à condamner l'utilisation de la famine comme arme de guerre et à défendre le droit des Palestiniens à un État souverain.
Il ne peut y avoir de double standard. Le droit international doit s'imposer à tous et doit protéger tous les peuples. La coopération avec nos partenaires et notre cohérence est notre première protection. Une politique de défense sans une politique diplomatique est une politique fragile et fragilisée. Les écologistes font part de leur plus grande inquiétude quand ils s'aperçoivent d'une baisse de 900 millions d'euros qui vient encore une nouvelle fois détricoter les capacités du ministère des Affaires étrangères, qui est pourtant si utile dans un monde au poids, aux fractures et aux conflits armés. Il y a quelques jours, Bruno Le Maire était en commission des finances et il a affirmé que la résolution des crises passerait par le ministère de la Défense et non pas par le ministère des Affaires étrangères. Ces propos sont extrêmement inquiétants et nous affirmons notre plus profond désaccord. La diplomatie française est un outil précieux et indispensable pour répondre aux crises et nous espérons, Monsieur le Premier ministre, que vous saurez vous désolidariser de ces propos. Notre seconde protection et notre souveraineté énergétique. J'ai entendu de nombreuses félicitations quant à notre capacité à avoir coupé les liens avec la Russie et avec le gaz russe. Rien ne pourrait être plus faux. Dans les 100 premiers jours suivant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette dernière a généré 80 milliards d'euros de revenus grâce à ses exportations d'énergie fossile avec l'Union européenne en tant que principal importateur. Les importations européennes représentent 61% des revenus de la Russie sur le gaz. En janvier 2024, le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, un think tank finlandais, a souligné que l'Union européenne était le plus grand acheteur de gaz naturel liquéfié russe et représente 50% des exportations russes. Et la France est très loin d'être exemplaire. En novembre 2023, la France a importé pour 316 millions d'euros de GNL russe, une augmentation notable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait froid et qu'on a augmenté notre consommation d'énergie. La Russie est le deuxième fournisseur de GNL de la France, derrière les États-Unis, le Qatar et l'Algérie. Un think tank américain estime que sur la seule année 2022, la France a réglé une fracture de près de 5,4 milliards d'euros à Moscou. Le premier soutien à l'Ukraine est d'arrêter de financer l'effort de guerre russe. Nous devons arrêter les importations de gaz russe. Nous devons renforcer l'application des sanctions et des embargos. Aujourd'hui, ils sont largement contournés. Ainsi, l'Inde raffine du pétrole russe et a priori, la Russie va blanchir son argent à Dubaï. Ce n'est pas comme ça que nous arrêterons le financement de la guerre. La dépendance énergétique à la Russie doit cesser. Seule une transition énergétique ambitieuse, rapide, nous permettra de garantir l'indépendance de la France. Si nous ne mettons pas un terme à cette consommation record, sans cesse grandissante d'énergie fossile, nous n'arriverons pas à être pleinement souverains. La recherche de nouveaux moyens financiers à l'effort de guerre est possible et ne doit en aucun cas ralentir la transition écologique et la solidarité. C'est pourquoi nous avons proposé que les avoirs russes gelés soient mobilisés pour financer l'effort de guerre ukrainien. Nous devons conserver une capacité financière pour réaliser une forte transformation afin d'être réellement indépendants. La dépendance énergétique ne peut pas être transformée par une dépendance aux engrais russes ou aux produits agricoles russes. Les importations de l'Union européenne d'engrais russes ont augmenté et les importations de produits agricoles sont passées de 4,9 millions de tonnes en 2022 à 5,1 millions de tonnes au cours des 11 premiers mois de 2023. Pour moi, le paysage est extrêmement clair. Le projet écologiste de sobriété énergétique, d'autonomie alimentaire est le seul projet de paix. Car les tyrans ne sont jamais aussi puissants que lorsqu'on dépend d'eux pour répondre à nos besoins vitaux. Alors oui, soutenons l'Ukraine, mais engageons l'ensemble des transitions indispensables pour ne plus jamais être dépendants de la Russie.